je voulais faire un petit peu un état des lieux de ce qu'est le cinéma aujourd'hui, notamment face au streaming. En 2020, voilà comment le cinéma a bougé, qu'est-ce que vous allez voir aujourd'hui au cinéma. Fantine, pour commencer, peux-tu nous éclairer sur la situation actuelle du cinéma en France, s'il te plaît? Donc pour commencer, le cinéma c'est le premier loisir des Français. Vous tous et des gens à l'extérieur, tous les Français adorent aller au cinéma et ce depuis longtemps. Et on n'est pas du tout dans une année où le cinéma recule. On a fait l'année dernière, en 2019, 213 millions d'entrées. Entrées, c'est pas évidemment personne, hein, ce sont des tickets, c'est-à-dire que si moi je vais 2 fois au cinéma, je suis comptée 2 fois, mais quand même 213 millions d'entrées, c'est énorme. Et c'est la deuxième meilleure année depuis 1966. Alors je ne sais pas si vous situez, mais l'arrivée de la télé, c'est à peu près à la fin des années 50. Donc depuis 1966, c'est-à-dire que les gens n'ont pas du tout délaissé le cinéma, ils y vont toujours autant. C'est simplement qu'ils le divisent sur plusieurs loisirs. Et enfin, on va surtout voir des films français et américains, plus américains que français, mais rassurez-vous, on est plutôt des bons élèves, on va quand même voir nos propres films, alors que les Américains plutôt les films américains. Et donc en termes de public, on n'est pas majoritaire, on voit qu'il y a pas mal de jeunes dans la salle, on n'est pas les plus assidus, mais on n'a pas non plus déserté les salles. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'aujourd'hui les jeunes ont déserté les salles pour notamment Netflix et le streaming. C'est pas vrai. En fait, on va toujours au cinéma. Par exemple, si je prends les 10 premières personnes dans cette salle, vous allez toujours au cinéma, vous y allez seulement moins souvent. Donc on n'a pas perdu des spectateurs, mais des entrées. C'est pas catastrophique. Donc c'est plutôt des personnes seniors qui y vont. Mais ce que je vous disais, c'est que les jeunes plient mais n'auront pas. Cet article du film français, donc le film français c'est, on va dire, une revue qui est plutôt lue par le milieu professionnel du cinéma, mais qui dit que voilà, on garde cette envie d'aller dans une salle obscure pour regarder un film, et il y a certains films qui méritent d'être vus en salle de cinéma plutôt que sur son canapé. Et pour parler du box-office en 2019, j'imagine que ces 4 films vous parlent, au moins un. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'en a vu aucun? Levez la main. Aucun. Ok, bah, comme moi, mais c'est quand même les 4 films les plus vus en France en 2019. Donc, Les Rois Lions, c'est 10 millions d'entrées. La Reine des Neiges, c'est 7,3 millions d'entrées, 6,9 millions et 6,7 millions. Là, ces 3 films-là, quel studio les a sortis? Disney, exactement, et UGC pour la comédie Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a encore? Mon Dieu, c'est pire. Mais donc, le box-office est vraiment pris d'assaut par des blockbusters en termes d'entrée, mais le cinéma d'auteur est toujours là, derrière, il résiste. Au niveau des profils des films du box-office, on est sur 750 films à peu près sortis en France en 2019, c'est quand même une belle offre, il y a du choix. Je ne sais pas si vous avez, vous, 2 fois par jour la chance d'aller au cinéma, mais pour tous les voir, c'est ce qu'il faudrait, donc c'est vraiment énorme. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des films majoritairement français et américains. Voilà, 462, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais on est un peu une exception aussi en France, et je vais vous le dire souvent ce soir, je ne sais pas si ça va vous flatter, mais c'est juste les faits, c'est qu'on supporte vraiment le cinéma mondial. On continue de diffuser des films d'auteur en salle, alors qu'aujourd'hui, un film de James Gray sort plutôt en VOD aux US qu'en salle majoritairement. Donc c'est vraiment un soutien du cinéma français envers le cinéma mondial. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est VOD, SVOD, ça vous parle comme terme? Oui. Voilà, le VOD, vidéo on demand, donc la location à l'unité de film, et la SVOD, donc c'est pareil en fait, c'est de la vidéo à la demande, mais par abonnement, comme Netflix notamment. Ça, le marché de la VOD il explose. Vraiment, il est plus 42%, on ne connaît pas un marché aujourd'hui au cinéma qui marche aussi bien. Et c'est 80% de la SVOD dans toute la VOD, donc le fait d'aller louer un film sur internet, sur voilà, une plateforme VOD, c'est 80% Netflix, Amazon, toutes les plateformes de streaming. C'est vraiment une énorme partie. Il est donc dominé par cette vidéo par abonnement, et les consommateurs de VOD, ils sont plutôt abonnés à 60% sur Netflix
23% Amazon, et après les autres, d'autres parties plus petites, mais c'est vraiment les plateformes majoritaires. Vous avez peut-être entendu parler de Disney+, qui n'est pas encore arrivé en France. C'est marrant, c'est aujourd'hui même qu'il y a une conférence qui me fait concurrence à Londres, et qui pour présenter Disney+, en Europe et son lancement en France, pour discuter des modalités, etc., comment cette plateforme-là va arriver. Mais aux États-Unis, c'est déjà un carton. Elle va vraiment cartonner, notamment parce que tout le monde aime Disney, tout le monde connaît Disney, et on peut vraiment le partager en famille. Donc c'est une énorme partie du marché qui va aussi connaître un marché de la vie. Comme le disaient Asna et Marilou, on a sûrement tous déjà eu Netflix. Est-ce que l'un d'entre vous n'a jamais eu accès à Netflix par lui-même ou par un ami? Levez la main. Bravo, vous êtes deux. Les résistants, mais bientôt vous aussi vous serez convertis. Et en 2019, donc les 3 programmes les plus regardés sur Netflix sont Riverdale, The Crown et Lucifer. Pareil, j'imagine que ces séries vous parlent. Donc c'est vraiment en France, c'est vraiment d'ailleurs je crois même mondialement, les 3 séries les plus regardées. En France, on est 6 millions d'abonnés. Et le CA de Netflix, le chiffre d'affaires, pardon, il a doublé entre 2017 et 2018. Et il a été multiplié par 5, voire 6 depuis 2015. C'est le rêve de toute start-up en soi, même si Netflix n'est plus une start-up. Mais c'est vraiment une entrée fulgurante dans la SVOD. Les séries, c'est 71% de la consommation totale. Le reste des films, donc on va dire que c'est plutôt des séries regardées sur Netflix. On verra après quel type de films peinent à émerger et quel type de séries sont les plus regardées. Donc on peut dire que Netflix n'a pas volé le cinéma, il a juste divisé en fait le temps qu'on passait à regarder du divertissement entre le cinéma, les séries, les podcasts, les émissions, tous ces nouveaux formats. Il y a Benoît Bernard, qui est le directeur des études au CNC, qui disait que le cinéma sur Netflix n'est pas toujours un succès populaire et que Roma, donc, pour resituer, Roma a été réalisé par Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, c'est le réalisateur de Gravity. J'imagine que vous connaissez ce film. Et donc, ce réalisateur a choisi Netflix pour produire un de ses derniers films qui a été en compétition dans de prestigieux festivals. Mais ce film n'a pas du tout été regardé sur Netflix. Il n'y a qu'à voir, vous, quand vous allez sur Netflix, ou même moi, j'ai un algorithme qui me dit ce que je dois regarder. C'est pas tellement moi qui vais choisir en fait ce que je regarde. Je prends ce qui vient et je n'ai pas tellement le temps, donc je me laisse appâter par les vidéos qui se lancent. Mais en fait, Roma, il était le 254e programme regardé, très loin en fait derrière, alors que c'est un réalisateur qui est plutôt reconnu. Donc ça vous montre un peu le néant dans lequel on peut se perdre quand on est référencé sur Netflix. Et alors là, le marché du physique, je ne sais même pas si ça vous parle ou pas, les DVD, les Blu-ray, quelqu'un a un lecteur encore chez lui ou non, une Xbox pour lire les Blu-ray peut-être, c'est cher. Mais le marché de la vidéo est vraiment en chute libre, et ça depuis 10 ans. C'est vraiment un déclin. Moi je travaille pour Wellbunch, mais aussi pour l'éditeur vidéo Wellside, qui est maintenant une branche de Wellbunch, et je peux vous dire que oui, on n'est pas non plus super fiers des chiffres en général qui sortent en physique. Personne aujourd'hui quasiment n'achète de DVD, mais on a des films de patrimoine qui rattrapent un peu le coup et qui redorent le blason. Les films de patrimoine, c'est des films qui sont sortis il y a plus de 10 ans en salle. Donc Harry Potter est un film de patrimoine, mais les autres, surtout des films classiques et des films cultes qui sont édités dans de beaux coffrets de DVD. Balance. For there to be good, there must be evil. For there to be life, there must be death. Hager is safe no more. Well, you know what happens now. The world's gonna die. I can feel it coming. Sometimes death is better.
au final, est-ce que entre films de cinéma et plateforme, sont-ils opposés ou complémentaires en soi? Alors c'est ce qu'on va voir justement, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Et au final, je pense qu'il n'y en a aucun qui se tient vraiment dessus, c'est plus une question de temps en fait. Donc dans les grandes lignes, pour redéfinir un peu, parce que le cinéma, mais on va dire un peu les deux divisions qui s'affrontent un peu, notamment dans les esprits français, dans la critique, etc. Il y a d'abord le cinéma d'auteur, qui est plutôt défini par une prise de risque, un engagement et un petit budget en général, avec une réflexion sur le scénario, une indépendance face au studio et face à la manière de faire et de défendre un film, et une liberté. Les blockbusters, c'est davantage vu comme un divertissement, gros budget, avec gros casting, une histoire un peu légère qui fait du bien à voir, mais qui n'est pas non plus trop dérangeante, une dépendance des studios et une orientation de réflexion. On est plutôt sur des idées préconçues comme ça, avec le cinéma d'auteur qui est plutôt une œuvre d'art, qui est à conserver, à cajoler, et le blockbuster qui est à diffuser en masse et vu par le plus grand nombre. Et pour ce qui est du streaming, le streaming c'est quoi de façon globale? En fait c'est tout simplement le téléchargement et la lecture en même temps. Le petit logo que vous voyez là, vous l'avez tous vu sûrement au moment où vous avez voulu regarder la dernière saison en streaming mais en illégal à l'époque de Netflix, c'était pas encore là pour nous sauver la mise. Et on attendait longtemps, mais c'est parce qu'au moins quand on mettait play, ça chargeait en même temps et on pouvait tout voir sans avoir à le télécharger. Ça nous permettait aussi d'échapper à Adopi, mais c'était une nouvelle façon de voir les choses. C'est YouTube qui a lancé, on va dire, un peu en premier les vidéos de streaming, mais après ça s'est démocratisé et aujourd'hui tout ce qu'on regarde sur internet en vidéo et du streaming en fait. C'est un gain de temps en fait qui est considérable puisqu'aujourd'hui on n'a pas à attendre ce téléchargement-là, on regarde tout, on avale toute cette vidéo. Oui, et donc les grandes lignes du streaming pour finir. Donc le streaming en tout genre, ça peut être des vidéos, des interviews, des films bien sûr, musique, tuto, conférence, c'est vraiment le format vidéo. Le streaming, ça comprend maintenant du coup la VOD à l'achat à l'unité. Donc quand vous louez par exemple un film sur TF1 VOD ou n'importe, et les plateformes de SVOD comme je vous le disais, avec Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+. Donc il y a une multitude de films et de séries à portée de main pour 10 € à peine. Et donc Netflix a fait un peu ce qu'on appelle réussir son entrée, avec un abonnement mensuel à 12 € à peu près pour 2-3 écrans par abonnement, donc c'est vraiment rien à se partager. Bon, on ne se partage pas tous, on est d'accord, il y en a souvent un qui paie les frais pour les autres, qui est très généreux d'ailleurs. Mais ça reste 12 €, c'est vraiment rien, et c'est sûrement aussi le prix que certains, peut-être pas certains d'entre vous, parce qu'on avait encore les réductions étudiantes, mais en tout cas en plein tarif, ça fait mal, c'est entre 9 et 13 € la place, donc c'est à peu près le prix d'un abonnement. Il y a en plus un catalogue énorme qui est pour plus de 2600 films et de 1500 séries. Il y a la moitié de quantité de séries pour les films, c'est énorme en fait, il n'y a jamais eu autant de séries disponibles en un endroit avec tous les épisodes d'un coup. Et cette comparaison elle peut paraître un peu étrange entre Netflix et une salle de cinéma, mais c'est pour vraiment vous montrer à quel point le Netflix a inondé le marché du cinéma. Donc je vous disais le catalogue, et ensuite la disponibilité. Netflix aujourd'hui, vous pouvez le regarder chez vous, dans le train, n'importe où en fait. Il n'y a plus de contraintes ni de temps, ni d'espace. Vous le regardez 24 h sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de contraintes d'emploi du temps. La salle de cinéma, c'est plus compliqué. En ville, même à Toulouse, on peut y aller de 11 h à 22 h 30, ça pose pas de problème. En province, c'est plus compliqué. Le matin, on peut oublier. Le soir, si on sort un peu trop tard, on ne peut pas aller voir de film. Et puis, c'est pas si cher que ça, 6,60 € en moyenne un ticket. Mais on peut y réfléchir à 2 fois si on a la possibilité de voir ce film chez nous, dans un canapé aussi. Il y a quand même eu 166 films disponibles à l'affiche en octobre 2019. Donc dans un mois, ça fait quand même aussi beaucoup de films à voir.
mais ça concurrence difficilement un catalogue comme celui de Netflix qui en plus est en perpétuel mouvement, avec des nouveautés tous les jours et d'autres films qui sortent. Et donc Netflix est arrivé sur le marché un peu en bulldozer et n'a prévenu personne et surtout a voulu participer à tout d'un coup. Évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde. Et il y a les festivals qui se sont réveillés, notamment le festival de Cannes. Et j'ai pris cette phrase de Bong Joon-ho, qui est le réalisateur de Parasite, la dernière Palme d'Or, qui a fait, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de la présenter. Bong Joon-ho, il était à Cannes en 2017. Il est venu présenter Okja, un film qui est produit par Netflix. Et c'est le premier film qui a été présenté avec The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach à Cannes. Et ce que disait Bong Joon-ho en justifiant qu'il avait choisi Netflix en producteur, c'était que, donc si je vous lis, une brèche dans laquelle se sont engouffrés les nouveaux géants du numérique, donc les nouveaux géants du numérique comme Netflix, en produisant les auteurs abandonnés par les majors et trop coûteux pour le circuit indépendant. Donc aujourd'hui, Netflix a pris comment dire, a endossé ce rôle-là de produire des films plus à risque, de ne pas les sortir en salle, mais de produire ces auteurs qui se laissaient abandonner. Et donc pour vous expliquer un peu la polémique de Cannes, en 2017, l'année où moi j'y étais, il y a eu un gros souci avec Netflix. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler de la polémique, non? Ça tombe bien, comme ça c'est un peu suspense. En gros, en 2017, à Cannes, il y a eu 2 films Netflix en compétition, comme je vous le disais, donc Okja de Bong Joon-ho et The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach. Noah Baumbach, c'est celui aussi qui a réalisé Marriage Story, qui vient d'arriver sur Netflix il y a 1 ou 2 mois. Et génial d'ailleurs. Ces 2 films-là en compétition, première fois qu'à Cannes, il y a des films produits par Netflix en compétition. Ça plaît pas à tout le monde, et notamment parce que, en fait, ces films-là ne sont pas prévus pour sortir en salle. Ces films-là ne vont pas sortir en salle, et donc ils ne prennent pas le même risque que les distributeurs indépendants, ou les distributeurs tout court d'ailleurs en France, qui projettent leur film à Cannes, qui peut être détruit, et ensuite le distribuer en France. Et donc le festival essaye de négocier avec Netflix cette sortie en salle. Netflix refuse. Et donc l'année d'après, Cannes prend une mesure drastique directement en imposant à chaque film qui est en compétition officielle à Cannes de garantir sa sortie en salle ensuite. Netflix se fait donc évincer. Et ce dont je voulais vous parler en vous présentant cet exemple, c'est pourquoi Netflix a refusé. Et à votre avis, pourquoi Netflix a refusé? Ils y perdent. Comment? Ils y perdent. J'entends pas. Pour moi, ils y perdent. Oui, mais qu'est-ce qu'ils perdent? L'argent. Oui, mais du coup, pourquoi ils perdent de l'argent? Parce que ça va être revenir aux entrées de cinéma pour Cannes, mais pas pour eux. Non, parce qu'à Cannes, c'est pas des entrées de cinéma. En fait, ce qui se passe, c'est un cas très particulier de la France, en fait. C'est ce qu'on appelle la chronologie des médias. Et la chronologie des médias, c'est le délai, en fait, c'est la règle qui définit l'ordre et le délai dans lequel les exploitants vont pouvoir intervenir sur l'œuvre cinématographique. En fait, en France, vous êtes obligé, quand vous sortez un film en salle, d'attendre pour tous les autres canaux de diffusion. Sortie en salle, 4 mois après, 3 mois si le film a fait moins de 100 000 entrées, mais on va faire comme si tous les films faisaient 100 000 entrées, ce qui n'est pas le cas. Sortie physique et VOD 4 mois après. Donc déjà, vous allez voir un film en salle, parfois il traîne 2 mois au cinéma. Il est très très rapidement disponible sur Internet, légalement. 8 mois après, vous avez des télévisions donc qui payent, qui signent des accords au cinéma comme Canal+ ou OCS, qui ont le droit de les diffuser 8 mois après. C'est vraiment rien, c'est moins d'1 an. Vous avez la télé, vous pouvez vous dire que vous attendez 8 mois pour regarder le film au chaud chez vous, si vous avez un canal. La télévision en clair, bon, 22 mois, ça commence à faire un peu l'attente, donc gratuite. Et les plateformes par abonnement qu'on appelle non vertueuses, je ne vais pas vous dire si c'est en mieux, mais en gros ça concerne Netflix, c'est 36 mois. 36 mois, c'est 3 ans. Si Netflix avait accepté à l'époque de sortir Okja et de Meyerowitz Stories en salle, il n'aurait eu le droit de le mettre sur la plateforme Netflix que 3 ans après.
En fait, ils auraient pas eu 3 ans de diffusion et 3 ans de chiffre d'affaires. Donc voilà pourquoi Netflix a refusé. Mais voilà aussi pourquoi Cannes a voulu protéger en fait ce festival, en fait, cette institution. On est vraiment les seuls en France à respecter une chronologie pareille. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est beaucoup plus libre, beaucoup plus souple. On peut faire un peu ce qu'on veut et sortir un film en salle en même temps en VOD. En France, ça paraîtrait aberrant en fait. On est le pays où est né le cinéma et on a toujours voulu conserver ces salles obscures. On a eu peur avec l'arrivée de la télé, on a eu peur avec l'arrivée du DVD, on a aujourd'hui peur avec l'arrivée de Netflix. Au final, c'est peut-être juste qu'une façade comme la télé et que chacun va trouver sa place, que chaque médium va trouver son format adapté. Donc est-ce que ces plateformes sont un nouveau débouché? Il y a Nicolas Madeleine, qui est un journaliste assez éminent aux Échos, qui nous parlait de Sundance, qui est un festival américain de cinéma indépendant d'auteurs, et qui disait que les plateformes aujourd'hui de streaming, elles font les gros titres, parce qu'en fait, il y a Cannes, donc énorme rendez-vous du cinéma, mais il y a aussi d'autres festivals qui font la pluie et le beau temps dans le cinéma mondial. Il y a déjà le pôle donc Cannes avec les 2 autres plus importants festivals qui sont la Berlinale donc à Berlin et la Mostra de Venise donc qui fait partie de la Biennale de Venise. Ce sont vraiment les 3 rendez-vous immanquables. Mais il y a aussi Sundance, Toronto, Tallinn, il y a énormément de festivals et en fait ces films-là produits par Netflix, ils ont leur place dans ces autres festivals. C'est vraiment Cannes qui fait un barrage hermétique quoi, qui ne peut pas du tout en entendre parler. Il sera peut-être obligé de s'ouvrir, on ne sait pas, mais en tout cas, ce journaliste parle d'une économie du tout ou rien, avec des films qui sont payés très cher, donc ces films produits par Netflix, et d'autres complètement délaissés. Des petits films voilà, qui essayent d'avoir un tremplin en festival, mais qui ne seront probablement jamais diffusés ni distribués. Donc Netflix donne des opportunités à des cinéastes d'auteurs, mais en laisse d'autres sur le banc de touche. Et ce que disait la phrase de Don Juan plus haut, c'est que, en fait, aujourd'hui, comme je vous le disais, les plateformes de streaming financent un cinéma indépendant que les distributeurs ne peuvent plus financer. C'est une bouffée d'air frais, mais c'est aussi un sacrifice. Parce qu'en fait, quand on signe avec Netflix, on donne tous nos droits à Netflix, en fait, on donne tous nos droits de diffusion, tous ces droits-là, on fait une croix dessus, et voilà, on livre une œuvre et on attend que ça se passe, quoi. Donc c'est aussi un sacrifice en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, de devoir livrer son bébé à quelqu'un qu'on ne connaît pas, même si Netflix paraît assez accueillant. Donc le cinéma migre, il ne meurt pas, mais il migre, et le cinéma d'auteur va sûrement aussi beaucoup migrer vers les plateformes, donc comme je vous le disais, à parfois se perdre dans le néant des algorithmes, mais à être quand même présent et surtout disponible mondialement. Bien sûr, le catalogue qu'on a en France n'est pas le catalogue qu'on a chez nos voisins, mais c'est un catalogue qui est international, et ça déjà c'est une richesse qu'on n'avait pas avant, qu'il ne faut pas négliger quand on parle de Netflix. Les blockbusters, eux, auront toujours leur place en salle, notamment dans des multiplex, où c'est quasiment des futuroscopes, hein, il y a des chaises qui bougent, il y a de l'eau qui vient, enfin c'est vraiment un spectacle. Bon, on paye aussi quasiment 20 € le spectacle, et je vous parle sans popcorn, que vous avez tous là, et sans lunettes, et sans tout, et puis si vous êtes une famille, ça peut revenir facilement à 100 € la soirée. Donc, je suis entre ça et Netflix, je crois qu'on fait ses popcorn soi-même. Et donc, il y a les cinémas d'auteur vers les plateformes, les blockbusters vers le multiplex. Et il y a des nouveaux programmes qui apparaissent, donc les séries qui existaient déjà avant, bien sûr, mais qui aujourd'hui prennent une place considérable. Mais aussi des émissions, des podcasts. Il y a des formats de films audio, donc des nouveaux formats. Il y a Spotify qui a sorti un film audio qui s'appelle L'Employé et qui utilise la voix donc, de Virginie Ledoyen et Raphaël Personnaz. Donc voilà, c'est peut-être aussi des formats comme ça qui vont se développer et qui vont prendre une nouvelle place dans nos vies, à la place de films au cinéma. Et il y a des nouveaux comportements. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu, de toute façon, même un film comme une série, vous mettez 10 fois pause dessus, vous allez checker les pads, vous revenez, vous allez aux toilettes, vous revenez, vous répondez aux SMS. Il n'y a plus tellement de films linéaires. Alors quand on vient dans une salle obscure, on laisse tout à l'entrée de la salle du cinéma, on se plonge dans le film, et ensuite on ressort, mais on le voit d'une traite, et on est plongé dans l'univers. Donc c'est des nouveaux comportements qui peuvent un peu
détraquer en fait la façon de consommer ce cinéma. Et donc cette distraction avec le smartphone, le voir en plusieurs fois, faire des lectures. L'exemple récent de Irishman de Scorsese en dit long. En fait, les gens n'ont pas vu, les consommateurs de Netflix n'ont pas vu pour 70% d'entre eux le film Irishman. Non, tous ceux qui l'ont vu à 70%. C'est-à-dire que, il dure 3h30, mais ils l'ont vu sûrement jusqu'à 2h30, 2h03 en fait. Ils l'ont pas fini en général. Parce que c'est long, parce que c'est fastidieux. Enfin, voilà, un film comme ça chez soi, c'est vraiment compliqué, et d'autant plus sur Netflix qui est toujours en train de nous distraire avec tous ces programmes. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de voir le cinéma, petit écran, petit son, mauvais éclairage, bruit parasite dans l'appartement. Disons que voilà, c'est une nouvelle façon de consommer le cinéma. I have been long so fascinated and amazed by so many aspects of Netflix, or full of surprises, if I may say so. One of those surprises happened, I think, about six years ago. So the company back then was doing really well, but you were basically a streaming service for other people's films and TV content. You persuaded Wall Street that you were right to make the kind of radical shift away from just sending people DVDs, so you were doing it by streaming, and you were growing like a weed. You had more than 6 million subscribers and healthy growth rates, and yet you chose that moment to kind of make a giant, really a bet the company decision. What was that decision, and what motivated it? Well, cable networks from all time have started on other people's content and then grown into doing their own originals. So we knew of the general idea for quite a while. And we had actually tried to get into original content back in 2005 when we were on DVD only and buying films at Sundance, Maggie Gyllenhaal's Sherry Baby. We published on DVD. We were a mini studio, and it didn't work out because we were subscale. And then, as you said, in 2011, Ted Sarandos, my partner at Netflix who runs content, got very excited about House of Cards. And at that time, it was $100 million. It was a fantastic investment, and it was in competition with HBO, and that was really the breakthrough that he picked right up front. But that was a significant percentage of the revenue of the company at that time. But how could you get confident that that was actually worth doing? If you got that wrong, it might have been really devastating for the company. Yeah, we weren't confident. I mean, that's the whole tension of it. We were like, holy, I can't say that. It was scary. And with that, it wasn't just producing new content. You also, pretty much with that, if I understand right, introduced this idea of binge viewing. Like, it wasn't, we're going to do these episodes and build excitement, boom, all at one time. And that consumer mode hadn't really been tested. Why did you risk that? Well, you know, we'd grown up shipping DVDs, and then there was series box sets on DVD. And all of us had that experience watching like some of the great HBO content, you know, with the DVD, next episode. And so that was the trigger to make us think, wow, you know, with episodic content, especially serialized, it's so powerful to have all the episodes at once. And it's something that linear TV can't do. And so both of those made it really positive. La personne qui vient de parler, c'est Reed Hastings, qui est le cofondateur et le directeur de Netflix. Donc voilà, il va résumer la situation. Netflix, donc, on dirait vraiment que c'est un mastodonte et qu'ils ont tout produit, tout distribué. Mais quand il y a ce logo, vous avez l'impression que c'est quoi en fait? C'est Netflix qui a produit ou Netflix? Ouais. Bah, pas du tout, en fait. C'est facile, mais... en fait, le problème de ce carton que je viens de vous montrer, c'est qu'en fait, Netflix, on a l'impression, quand ils mettent Netflix Original Series, par exemple, que c'est eux qui l'ont produite, mais
En fait, il faut bien distinguer les productions Netflix des productions dont Netflix a les droits de diffusion. Et en fait, quand ils ont les droits de diffusion en France, ils ont aussi le droit de mettre. Pas ça, mais ça. Et en fait, c'est vraiment, par exemple, vous voyez Riverdale. Riverdale, il y a marqué Netflix Original quand c'est diffusé en France sur la plateforme, mais en fait, c'est pas Netflix qui a produit Riverdale. Ils ont le droit d'apposer ce carton parce qu'ils ont les droits de diffusion en France. Mais peut-être que si vous le regardez en Espagne, il y aura pas ce. Enfin, je veux dire, peut-être qu'en Espagne, il ne sera pas disponible parce qu'en fait, ils n'ont pas les droits de diffusion. C'est simplement un carton pour dire que c'est eux qui ont l'exclusivité. La première vraie série qui a été produite par Netflix, c'est House of Cards. House of Cards, ça a été un succès mondial fou. Première production originale Netflix, c'était en 2013. 2013, à peu près l'époque où Netflix a explosé en France. Après, il y a eu Stranger Things, Sense8, Narcos. Il y a eu plus de 700 séries et films produits par Netflix en 2018. Donc ça peut paraître voilà, pas mal, mais beaucoup moins qu'en fait que tout ce qu'on voit avec le label. Donc, il faut vraiment bien distinguer ces deux façons en fait, de faire. Pareil pour les films, le premier film produit par Netflix, c'est Beasts of No Nation. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Moi, je ne l'ai pas vu et je n'avais pas entendu parler avant pas longtemps. Parce qu'en fait, c'est un film qui n'a donc pas été distribué en salle, qui n'a pas été vu par la critique, qui n'a donc pas du tout été prescrit par les personnalités du cinéma. Et voilà, qui va un peu passer, je dirais pas inaperçu non plus, mais en tout cas, qui n'a pas du tout fait les gros titres. Récemment, donc, il y a eu le nouveau film de Noah Baumbach, Marriage Story, qui lui a fait un peu plus de bruit parce qu'il a beaucoup tourné en festival, qu'on commence à accepter que Netflix diffuse aussi des bons films, et qui sont des films vraiment avec une patte d'auteur et voilà, assez recherchés et surtout soutenus par une volonté artistique de soutenir ces cinéastes-là qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir une diffusion pareille. Donc, Netflix, comme je le disais, évolue vers des cinéastes d'auteur. On a vraiment l'impression d'un volume énorme et que Netflix a englouti le cinéma. Mais Netflix, il a surtout tiré le meilleur parti de ce qu'il sait faire le mieux, c'est les séries. Aujourd'hui, comme je vous le disais, la consommation sur Netflix, elle est à 70% pour des séries, 20% pour des films. Je veux dire, Netflix a vraiment un pôle série, un pôle cinéma. Peut-être qu'il arrivera à développer les deux, mais la plateforme est bien mieux construite pour une série, à binge-watcher chez soi, à enchaîner comme ça, et pas à regarder. Et comme je vous le disais, il y a aussi sûrement plus de réticence à mettre un film sur Netflix qu'à mettre une série sur Netflix, parce qu'une série c'était surtout diffusé à la télévision, et maintenant donc avoir Netflix en plus c'est un énorme cadeau en plus, mais un film c'est, comme je vous le disais, signé pour un sacrifice, voilà, tout donner à Netflix sans sortie salle, sans tremplin, sans notoriété. Voilà, la sortie salle, ça reste une image un peu noble. On a l'impression que quand un film est sorti en salle, c'est un grand film, alors que quand on dit téléfilm, c'est toujours un peu péjoratif. Pourtant, ce ne sont pas des mauvais films forcément qui sortent à la télé, mais il y a vraiment dans cet imaginaire-là commun l'idée que la salle, c'est le Graal. Et que donc, quand on est sur Netflix, on vend un peu son âme au diable. Mais il y a des petites plateformes que peut-être certains d'entre vous connaissent. Ce sont des plateformes qui distribuent uniquement du cinéma d'auteur et du cinéma mondial. Ce sont ces plateformes-là. Je ne sais pas si elles vous parlent. La Cinétech, donc, qui est une plateforme créée par la Cinémathèque. Toutes ces plateformes-là, comme je vous le disais, mettent en valeur le cinéma d'auteur et international. Cinétech, donc la Cinémathèque. Mubi, qui est vraiment un format très intéressant, de 30 jours, 30 films. Chaque jour, il y a un film qui part et un film qui entre. C'est une sélection qui est assez pointue. Si vous voulez un peu vous la péter, vous pouvez prendre le Mubi et vous aurez souvent pas mal de réalisateurs que personne ne connaît. En tout cas, on connaît comme culte, mais qu'on a peu étudié. C'est vraiment une mine d'or de cinéma très, très recherché. Le Cinéma Club, c'est une plateforme assez particulière. C'est un film gratuit par semaine. J'ai pas trop pratiqué cette plateforme, mais je trouve que le concept est quand même assez intéressant face à des plateformes qui proposent tout payant.
Filmo TV, qui est une plateforme qui appartient à Wellbunch. Je travaille que dans les locaux, on est tous ensemble. C'est une plateforme qui propose du cinéma assez diversifié. Il propose vraiment de tout. Des films plus légers comme des films plus sombres. Et c'est un gros catalogue. Et toutes ces plateformes-là, elles proposent des abonnements pour pas plus de 7 €. Donc un peu moins que Netflix, ce sont des plateformes avec un cinéma bien particulier, mais c'est vraiment peu pour la quantité de films qu'on peut voir. Donc voilà, c'est pas... Le cinéma d'auteur, en fait, comme je vous disais, il a migré, il essaye de survivre dans des plateformes comme ça et aussi de s'initier sur une plateforme comme Netflix. Mais ça reste on dirait une vitrine plus qu'un tremplin. Sans transition. Fantine, quelle est la stratégie de communication et de marketing pour un distributeur en France aujourd'hui? Alors donc je ne vais pas vous présenter tout Wellbunch parce que Wellbunch c'est en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, il y a pas mal de branches différentes. Moi je vais vous parler surtout des deux entités pour lesquelles je travaille, donc Wellbunch France, en distribution en France, et Wellside qui est l'éditeur vidéo qui a fusionné récemment. Donc Wellbunch c'est un distributeur français et un vendeur international. On est environ 100 personnes dans les locaux à Paris. Et après, comme je vous disais, les autres employés sont dispersés dans d'autres pays, mais on est environ 100. Et ce que je tenais à vous expliquer, c'est la différence entre un distributeur français et un vendeur international. Moi, je travaille pour le distributeur français. Je ne travaille pas du tout sur les vendeurs internationaux. Et tout à l'heure, quand Asna et Marie-Lou vous ont parlé de ces deux films assez connus, Drive, je prends l'exemple de Drive qui a été distribué en France par Wellbunch, et The Artist qui a été vendu internationalement par Wellbunch. C'est pas Wellbunch qui a sorti ça en France. Mais le logo Wellbunch apparaît quand le générique commence. Parce que être un vendeur international, c'est tout aussi important. Le contrat, je veux dire, c'est vraiment un rôle super important dans la vie d'un film. Donc je voulais vraiment que vous distinguiez bien ces deux travails-là en fait. Donc comme je vous le disais, les deux sont crédités au générique. Et moi, je travaille plutôt sur la partie France. La partie vente internationale, c'est vraiment de vendre à des territoires. Par exemple, The Artist, en France, c'était pas leurs affaires, mais de vendre ce film à l'international, à des territoires, par exemple au Vietnam, et vendre ses droits de diffusion pour que le Vietnam, après, puisse ensuite, par le biais des distributeurs, le programmer en salle. Donc pour se concentrer sur, ensuite, Wellside Vidéo, la deuxième partie dont je m'occupe chez Wellbunch. Wellside Vidéo, c'est donc l'éditeur vidéo qui commence aujourd'hui à plutôt se tourner vers du digital. Les ventes de DVD et de Blu-ray, comme je vous disais, ça n'existe que très peu, voire quasi plus. Il y a quand même, on est à peu près 20 personnes chez Wellside à travailler, qui d'ailleurs, chacun travaille aussi sur Wellbunch. Mais ce qui sauve un peu la mise en édition vidéo, ce sont les fameux coffrets de patrimoine dont je vous parlais au départ. Bien sûr, cela existe. Donc, ça, c'est Dossier 64, c'est un des épisodes des enquêtes du département V, une super série thriller danois, adaptée de romans à succès aussi. Ça, c'est les nouveautés, ce qu'on appelle les nouveautés, mais c'est plus en VOD maintenant qu'on les vend qu'en DVD Blu-ray. Alors que vraiment, il y a 20 ans, c'était génial. Enfin, le DVD et le Blu-ray, ça se vendait comme des petits pains. À l'époque de Pulp Fiction, je ne sais plus combien ils en avaient vendu, mais c'était énorme. C'était un peu plus, du coup, c'était il y a 25 ans. Mais bon, enfin, je veux dire, en tout cas, ça fait à peu près 10 ans seulement que le DVD voilà, et le Blu-ray est en déclin. Alors que les éditions classiques, elles aussi sont assez peu achetées, mais redorent un peu le blason de la maison. Le dernier en date, c'est Voyage à deux, donc de Stanley Donen. Donc c'est Aurore Malétras chez nous, responsable de collection, qui s'occupe de toutes ces éditions. C'est vraiment des superbes éditions, c'est pas seulement le coffret que vous allez voir avec les 2 DVD dedans et les bonus, c'est avec un livre, avec des photos d'archives, des recherches, des bonus incroyables. Pour l'édition de 1900 de Bernardo Bertolucci,
C'est donc Wildside qui l'a édité en vidéo. On a eu la dernière interview de Bertolucci de son vivant. C'était pas fait exprès, évidemment, mais c'est que des pépites comme ça que vous pouvez retrouver dans des éditions classiques que vous ne pourrez pas retrouver ailleurs. C'est ça qui motive les fans inconditionnels du cinéma classique à acheter ces éditions. Et là, c'est ce qu'on appelle un mediabook. Là, c'est très flou, mais c'est le Château de l'Araignée de Akira Kurosawa. Et un mediabook, c'est donc un DVD Blu-ray avec quand même un petit livret de 60 pages environ, pareil avec des photos d'archives, etc. Donc ça, c'est un vrai travail qu'on continue à faire, mais qu'on va peut-être être obligé d'arrêter, parce que c'est tellement cher aujourd'hui de constituer des objets comme ça pour si peu de ventes, que malgré l'image que ça renvoie, c'est sûrement un marché qui est voué à peut-être se digitaliser avec les bonus, mais en tout cas à mourir. C'est très sinistre. Et donc moi, au quotidien, je m'occupe, comme le disaient Asna et Marie-Lou, des campagnes sur les réseaux sociaux et des relations presse digitales. Et donc, pour vous parler un peu de comment on fonctionne avec un calendrier de sortie. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui sur le calendrier de sortie depuis l'arrivée du streaming? Quelques points, comme par exemple la saturation du marché, qui était finalement là avant l'arrivée du streaming en soi, mais qui fait qu'aujourd'hui c'est encore plus concurrentiel. Aujourd'hui il y a énormément de films qui sortent par semaine. Les films restent pour la plupart 2 à 3 semaines vraiment à l'affiche et se font écarter par de nouveaux qui rentrent toutes les semaines. C'est très difficile d'émerger. Aujourd'hui, quand on va au cinéma, on a 12. Si on n'a pas vu une petite bande-annonce ou quelque chose pour nous donner envie, on n'a aucune idée de ce qu'on va aller voir et on laisse un peu le pote choisir et parfois on est déçu, parfois on est ravi, mais c'est un peu la loterie, quoi. Tellement il y a de films. Donc c'est un marché qui est très très saturé et donc une différenciation difficile. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu des affiches toujours les mêmes en comédie, par exemple. Il y a une étude qui a été faite qui est assez frappante où en fait les comédies aujourd'hui utilisent énormément de bleu, le titre en jaune, la famille, c'est toujours un peu les mêmes affiches avec les mêmes histoires et du coup aujourd'hui pour se différencier et avoir l'impression d'avoir vu un nouveau film au cinéma, c'est très compliqué. Donc pour la salle, ça c'est un vrai challenge de montrer que la maison elle prend des risques et qu'elle propose des nouveaux contenus. Il y a une concurrence indirecte aujourd'hui dans les calendriers de sortie aussi, qui n'était pas là avant, et là c'est directement lié au streaming, ce sont les films qui sortent sur les plateformes de streaming en même temps qu'un film en salle. Aujourd'hui, vous avez 13 films qui sortent en salle, et puis dans le même temps, il y a Marriage Story de Noah Baumbach qui sort sur Netflix, et ben peut-être que des gens vont préférer regarder chez eux, mais vraiment au détriment d'une place de cinéma. Donc aujourd'hui, quand on fait ce qu'on appelle une étude de comparable, on est en réunion, on étudie l'année dernière, à telle date, quels films similaires sont sortis, la semaine où on va sortir le film, quels films vont sortir en même temps que nous. Et en fait, on doit aussi faire attention à ceux qui sortent en digital. Donc ça rajoute des films. On en avait déjà des tonnes, et là, on en a encore plus. Donc vraiment, c'est quasi impossible de vraiment se démarquer si on n'a pas une promesse artistique ou un buzz qui a été fait avant au festival. Donc une concurrence indirecte sur un marché déjà saturé, et puis aussi un public vieillissant, c'est-à-dire dans les salles, comme je vous le montrais au début de la conférence, il y a 40% qui sont des seniors, et les jeunes aujourd'hui choisissent plutôt un format digital. Donc il faut convaincre les jeunes d'aller en salle, de payer, heureusement il y avait des réductions, etc., mais tout de même de payer pour aller voir un film, et d'en faire un événement, d'aller voir un film avec une avant-première, présence de réalisateurs, d'acteurs, pouvoir prendre des photos ou avoir un débat après. Il faut rendre ça événementiel, vraiment. Ce qui n'était pas forcément nécessaire avant. Et ce que je vous disais sur la chronologie des médias, qui est de plus en plus serrée, même si elle reste là et avec des fondations quand même assez fortes en France, elle est de plus en plus serrée. Voilà, maintenant la VOD en 3-4 mois c'est disponible, 8 mois, c'est vraiment des délais très courts. Donc on a un temps plus court pour toujours plus d'intervenants. Et donc la différence, même la différence de traitement d'un mois avec un film qui a fait moins de 100 000 entrées, c'est donc même pas 4 mois après, mais 3 mois après la sortie de la salle qu'il est déjà disponible. Donc voilà, aujourd'hui d'amener, de se délivrer de cette chronologie des médias là, c'est très difficile, à part en faisant la totalité quasiment de ses entrées en 2-3 semaines. Ce qui arrive quasiment jamais.
Et en vidéo, donc c'est un peu la même chose puisque c'est le maillon de la chaîne qui arrive juste après. En salle, c'est saturé. Évidemment, en vidéo, c'est saturé puisque c'est les mêmes films qui sortent en vidéo. Le calendrier se décale simplement de quelques mois. Un digital qui est en hausse. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de sorties physiques. Avant, il y a 20 ans, la question ne se posait pas. On sortait tous les films en DVD, Blu-ray, tout ce qu'on pouvait, le plus possible. On faisait des campagnes de malades en ville, vraiment partout, pour du DVD. Aujourd'hui, personne n'a vu une pub de DVD dans l'abribus, quoi. Ça n'existe plus du tout. Et parce que, en fait, les films ne sortent plus en fait, en DVD systématiquement. Même là, on se pose la question pour chaque film aujourd'hui. Quand on a un calendrier, par exemple, là, on a des sorties qui arrivent en mars et avril, et elles sont pour la plupart toutes en VOD. C'est vraiment très récent ce changement et cette façon de faire, cette place que le digital a pris. Peut-être que le physique va vraiment bientôt disparaître. Le streaming illégal qui, lui, impacte non seulement le marché en France, mais le marché à l'étranger. Aujourd'hui, quand vous achetez des films à l'international pour les distribuer en France, vous vous demandez, est-ce que ce film n'a pas déjà été téléchargé illégalement ou vu illégalement en streaming? Un film qui est sorti aux États-Unis et qui n'est pas encore en France, on peut peut-être le récupérer sur Internet. Et s'il a déjà été vu par la plupart des gens, la plupart du public potentiel que vous auriez vu en France, vous n'avez plus aucun intérêt à aller l'acheter et donc à ne pas faire ces entrées-là qui vous ont été volées par le streaming illégal et le téléchargement. Donc en fait, c'est le streaming illégal qui était déjà un gros coup dur pour le DVD, il l'est encore plus aujourd'hui. Et enfin, la chute des ventes, comme je vous le disais, là, de toute façon, il n'y a plus rien à faire. 2018, c'est la première année où la SVOD passe devant les ventes de DVD et de Blu-ray. On est à 60% pour la SVOD, donc on imagine mal une régression maintenant. Donc, voilà, le DVD est complètement dépassé, le Blu-ray, et les ventes n'arriveront sûrement pas à remonter la pente. Et on se base toujours sur le sacro-saint mercredi. Mercredi, sortie ciné, 13 nouveaux films donc, par semaine. Là, actuellement, c'est 13 nouveaux films qui sortent par semaine. C'est énorme. Il faut 2 semaines pour les voir à chaque fois. Et c'est impossible mathématiquement. Donc, et comme je vous le disais, sur les films français et les films américains, pour un film français, lorsqu'un distributeur propose un film français à une salle, on va dire qu'il y a 135 salles qui répondent présentes, contre 270 salles pour un film américain. Donc un film français va être tout simplement 2 fois moins diffusé dans les salles qu'un film américain. Donc en plus, quand vous sortez des films en France, c'est très difficile de convaincre un exploitant de le diffuser dans son cinéma, et d'autant plus sur plusieurs semaines, puisque 13 nouveaux films par semaine, 13 nouveaux concurrents, face aux autres parmi lesquels on était, et ceux de la semaine dernière qui peuvent rester parce qu'ils ont fait beaucoup d'entrées, enfin, ça n'en finit plus. C'est vraiment une concurrence super féroce, voire cannibale. Et qu'on a peu de chances de rester à l'affiche. Aujourd'hui, on a à peine 2 semaines pour émerger et on se fait virer très rapidement de l'affiche en fait. Et oui, et donc pour la vidéo, c'est tellement bientôt fini que j'ai envie d'en parler. Vidéo, donc le mercredi devient jeudi, c'est-à-dire que avant, que ce soit les pubs pour les DVD ou les pubs pour la VOD, c'est assez récent, mais c'était aussi mercredi. Aujourd'hui, comme on se concentre beaucoup sur la VOD, la sortie d'un film en VOD, c'était jusqu'à la fin de l'année dernière, le vendredi. Aujourd'hui, c'est passé au jeudi. On communique toujours sur le vendredi, mais c'est officiellement le jeudi. Le jour de sortie, donc on respecte même plus la ligne de la salle. C'est vraiment 2 choses distinctes. Chacun fait un peu sa loi, enfin pas sa loi, mais en tout cas, mais son menu quoi. Chaque semaine, voilà, vous avez des moments différents pour des instants différents de cinéma. Et la pub, qui, comme je vous le disais, est surtout concentrée sur la VOD et la SVOD, ça arrive que vous voyez des pubs en ville ou n'importe où pour une nouvelle sortie Netflix ou une nouvelle sortie sur Canal ou des événements comme ça, alors que, comme je vous le disais, une pub pour le physique, ça n'existe plus, on n'en dépense plus du tout. Et notamment sur l'impact budgétaire. En salle, on a toujours moins de temps aujourd'hui pour sortir des films en salle.
Donc tout doit être dispo immédiatement. Aujourd'hui sur internet, vous avez la bande-annonce, les photos, le synopsis, les interviews, tout en même temps. Avant, vous aviez les bandes-annonces au cinéma ou à la télé, vous aviez des photos qui sortaient dans des magazines, il y avait un vrai suspense, on avait le temps de monter, quoi. On avait le temps d'avoir envie de se dire non mais celui-là dans un mois il sort, faut absolument que j'aille le voir. Aujourd'hui, en fait, ça fait déjà 3 semaines qu'il est au cinéma et on l'a vu passer sur Facebook, quoi. Donc c'est vraiment moins de temps pour faire monter le film et donc des campagnes toujours moins poussées. On a aussi moins de budget. En salle, avant, il y avait plus de budget pour faire de la pub et aujourd'hui, ce budget-là, il va en plus être divisé entre du digital et du papier, avec des encarts publicitaires, papier notamment, toujours aussi chers, mais dans un budget toujours plus restreint. Aujourd'hui, une campagne d'affichage complète, on est entre 100 et 150 000 euros. 100 et 150 000 euros sur un budget qui réduit de plus en plus, ça devient une part énorme. Et donc, une part qui n'est pas compressible et qui est assez gênante finalement. Donc, toujours moins de budget, toujours moins de temps, et il faut toujours plus d'impact. C'est un peu compliqué, avec moins de budget et moins de temps. Plus d'impact, notamment avec le digital, comme on a tout à disposition. Aujourd'hui, si on ne voit pas une vidéo qui nous surprend, en fait, qui est inventive, en fait, on passe, on scrolle, on s'en fiche, on ne réagit pas. Donc, il faut trouver l'idée, l'événement, la façon de faire qui va se dire, où nous, on va se dire, on va choisir, en fait, ce film-là. On a une multitude de distractions à notre disposition. Et donc pourquoi on choisirait ce film-là plutôt qu'un autre, et même d'ailleurs ce loisir-là plutôt qu'un autre? Pourquoi une sortie ciné plutôt que, je sais pas, un concert ou autre chose? On a vraiment cette concurrence-là avec le digital qui fait qu'aujourd'hui tous ces loisirs-là se croisent. En tout cas toutes les aspirations à ces loisirs-là. Et donc pour la salle et pour la vidéo, là c'est pas moins de temps, c'est carrément plus trop de temps. En fait on va très très rapidement, on reprend un peu ce que la salle a pu parfois faire pour essayer de faire un rappel en fait aux gens de ce qu'ils ont pu voir avant, mais il y a très peu de marge de manœuvre vu qu'on n'a pas de temps et pas de budget. Pas de budget, donc c'est pas moins de budget comme la salle, c'est pas de budget. C'est-à-dire qu'on fait au minimum, si on peut ne pas dépenser, on le fait, parce qu'en fait on a tellement peu de ventes qu'on a peu de marge pour couvrir nos frais. Et l'essentiel requis, c'est-à-dire qu'il y a certains films qui sont vraiment faits pour la VOD, comme des comédies que vous allez... qui marchent très bien en VOD, et d'autres films qui, là, vraiment vont se perdre, vont vraiment aller à l'essentiel. Le streaming, il a vraiment instauré cet entonnoir qui fait que il faut vraiment qu'on compresse pour avoir un jus super concentré et juste ce qu'il faut et les films qu'il faut avec un budget, voilà, faites les meilleurs, pour tout, partout. C'est un peu compliqué d'être des super-héros, mais c'est d'ailleurs pas possible en fait. Et le digital dans tout ça, donc moi je m'occupe notamment des réseaux sociaux, ça c'est une partie de nos réseaux sociaux, sur Twitter avec 40 000 abonnés, sur Facebook donc avec un peu moins de 25 000. Ça ce sont donc nos réseaux avec lesquels on publie tous les jours, on est à peu près à un post en moyenne par jour. Quand il y a beaucoup de films évidemment on en poste plus, quand il y en a moins on poste avec des actualités, on meuble, etc. Ça fluctue évidemment selon le calendrier de sortie, mais on est en moyenne à un post par jour. Sur chacun même Instagram, hein, il n'est pas là, mais il existe heureusement. Et donc, moi, au quotidien, je travaille avec un planning édito de contenu, avec qu'est-ce que je vais poster chaque jour. Enfin, je pense que il y a peut-être certains d'entre vous qui connaissent bien le community management et la stratégie social media. Donc, c'est un calendrier avec tout ce qu'on va faire et une stratégie dans l'ensemble du film. Voilà, le film, on sait qu'il va sortir tel jour, on prend 2-3 mois avant, on prend quelques semaines après, et voilà, on étire et on voit ce qu'on a comme matériel. C'est comme ça qu'on essaie justement de faire monter l'envie chez les gens. Donc ça, c'est pour le community management. Pardon. Et donc, pardon, ça c'est une pub par exemple pour Fame. Je ne sais pas si le film Fame, ça parle à certains d'entre vous, c'est sorti il y a quelques mois, c'est sorti en octobre dernier.
Ça, c'est une pub, pas pour la sortie salle, mais pour la sortie vidéo. En fait, voilà, on met là, pour ce film-là, il y avait à peu près 2000 € de budget. Voilà, on répartit, je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent avec les pubs sur Facebook et sur Instagram, mais voilà, c'est une façon de sponsoriser pour toucher un public qui ne nous suit pas, mais qui clique sur, voilà, qui aime ce genre de contenu, qui aime par exemple Gérard Depardieu, ou qui voilà, veut voir ce genre de contenu. Et pour vous parler plus d'un budget salle, pour un budget salle sur un des derniers films qu'on a sorti qui s'appelle Adults in the Room, c'est un film de Costa Gavras. On avait une enveloppe j'avais une enveloppe de 10 000 € sur les réseaux sociaux, et voilà, à répartir sur tout ce temps-là, comme je vous disais. Donc c'est vraiment des budgets à essayer d'allouer stratégiquement pour que ce soit pile au bon moment, au moment où les gens vont aller le voir, ou ne pas faire des audiences pour essayer d'affiner le plus possible, pour pas se perdre en fait dans la masse et que les gens, ne soient pas captivés par ce contenu. Et pour les relations presse digitales, donc les relations presse, en fait digitales, c'est la même chose que les relations presse papier, hein, sur Internet. Je travaille avec des journalistes web comme donc là c'est trois assez connus, donc Écran Live, Manoulis et Cinématiseur, sachant que Manoulis et Cinématiseur ont des versions papier. Ce sont donc des journalistes web qui font des critiques. On travaille avec eux soit à l'aide aussi de jeux concours, soit indépendamment. Et voilà, ils font des critiques, ils voient nos films, on leur envoie le matériel. Et en fait, c'est super important aujourd'hui d'être présent sur les sites. Avant, on achetait des encarts publicitaires sur Télérama, Première, Positif. Aujourd'hui, on le fait encore, mais moins. Et on essaye, en tout cas les autres distributeurs, nous on essaye aussi de changer ça, mais ça prend du temps, d'être de plus en plus présent sur Internet, en payant ou pas d'ailleurs, en échangeant en faisant des échanges. Mais c'est vraiment ces gens-là qui sont prescripteurs sur le web et qui font que parfois les gens vont voir le film en salle. Et ces critiques-là sont vraiment primordiales. Les influenceurs, alors je ne sais pas si vous connaissez Thinkerview. Non, en fait c'est une chaîne YouTube, enfin c'est une marque mais une chaîne YouTube surtout, d'un ancien journaliste qui aujourd'hui interviewe surtout beaucoup de politiques, ou en tout cas beaucoup de gens qui ont un rôle, une responsabilité, soit politique, soit environnementale, enfin voilà, qui ont des acteurs importants sur des sujets très touchy. Et nous on a organisé donc une conférence, enfin pas une conférence, une interview pardon, avec Thinkerview pour la sortie de Costa Gavras. Et voilà, c'est 500 000 abonnés sur YouTube, c'était pas quelque chose de payant, hein. Un influenceur, enfin, on peut les payer, mais là, en l'occurrence, c'est pas payant. Et voilà, c'est des échanges comme ça avec des gens qui sont super prescripteurs sur Internet et qui vont vraiment aussi amener des gens en salle, simplement par le fait de dire j'ai aimé, ou alors j'ai pas aimé, ou là, en débat, voilà, de mettre en lumière Costa Gavras juste avant son film sur un sujet passionnant. Alors, on avait aussi, alors là, c'est illisible. Mais on avait aussi deux influenceuses pour la sortie de Cro-Blanc, il y a maintenant 2 ans. La première influenceuse, c'était J'aurais pu m'appeler Marcel sur Instagram avec 74 000 abonnés. Et Idiot Créa avec 130 000 abonnés pour voilà, qu'elle fasse une story avec l'édition, c'était pour la vidéo, qu'elle fasse une story avec l'édition et qu'elle dise aux gens que c'est enfin qu'elles ont aimé. Mais c'était pareil, un partenariat pas payant, c'est-à-dire qu'on leur envoyait le coffret, et si elles aimaient, elles faisaient une story, mais on les obligeait pas à dire voilà, j'aime ou j'aime pas. Moi, je travaille vraiment sur des relations presse gratuites. Il y a aussi des relations presse payantes, avec des encarts publicitaires, etc. Mais c'est vraiment de l'échange de si vous avez aimé, voilà, et nous, on vous fait de la pub aussi en contrepartie. Et enfin, les jeux concours, qui là sont des exonérations à faire gagner. C'est des petits cartons valables pour 2 personnes, par exemple, dans toutes les salles, tous les jours. Au moment de la sortie, on les fait gagner ou alors des places pour des avant-premières avec des présences réalisateurs, des choses qui donnent envie comme ça. Et ça permet, pareil, de faire connaître le film avant sa sortie et de créer un bouche à oreille. Et donc, il ne faut pas négliger, là je vous parlais de sites assez costauds, Mad Movies, Écran Live, Teaser et Cinématiseur, pardon, mais il ne faut pas négliger les petits blogs. Je travaille avec beaucoup de petits blogs. J'ai une centaine à peu près de contacts, qui d'ailleurs sont les mêmes pour les jeux concours et les journalistes web, parce que c'est des gens avec qui je
travaillent au quotidien et qui font les deux. Mais il ne faut vraiment pas négliger ces petits blogs-là, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui les consultent. On ne croirait pas forcément selon leur communauté sur les réseaux, etc. Ils ont pas forcément beaucoup de fans, mais finalement ils sont très lus et ils ont aussi un vrai rôle prescripteur, sans être des stars sur Instagram ou voilà, des personnalités invitées sur des plateaux. Au final, les gens, on passe tellement de temps aujourd'hui sur les réseaux sociaux que c'est primordial que eux ils soient et que nos films soient référencés sur leur site. Voilà, c'est pas forcément les films qu'on leur a montrés, c'est parfois eux qui sont allés les chercher tout seuls. Mais voilà, il faut absolument que nous on entretienne ça et que moi je veille à ce que le film soit vu par le plus grand nombre. Ensuite, le jeu de la critique fait que le film est encensé ou pas, mais ça c'est plus de mon sort. Et dernièrement, quand ce n'est pas moi qui m'occupe des réseaux sociaux et des relations presse digitales, on fait appel à des agences digitales, comme par exemple Silencio ou Clox, qui sont vraiment des agences digitales spécialisées dans la création de contenu, le community management aussi, si nous avons déjà le matériel, mais aussi de la programmatique sur YouTube, ce qu'on appelle les pré-rolls. En fait, c'est la vidéo qui se lance avant que votre vidéo se lance. Ça s'appelle du pré-roll et ça fait partie aussi du rôle des agences digitales, ou de mon rôle avec le chef de produit de m'occuper de ça. Donc voilà, eux ils sont capables de faire tout ça et parfois de prendre en compte tout ça. Il y a des distributeurs qui externalisent tout ça, qui ne touchent pas en fait aux réseaux sociaux et qui n'ont personne dédié chez eux, à l'intérieur de leur structure, à ça. Ils délèguent tout et l'agence prend en charge le film et voilà, fait toute une campagne entière sur le film avec une enveloppe budgétaire voilà, conséquente ou non, ça dépend de ce qu'on peut proposer, mais ça peut vraiment être totalement confié à un prestataire. Et Allociné, là c'est un peu plus particulier, Allociné aussi propose ce genre de service, mais Allociné, on travaille avec eux systématiquement sur les sorties pour, vous savez, quand on arrive sur Allociné, on a souvent, c'est un grand angle, en fait on appelle ça un grand angle ou un habillage, et ça c'est négocié et payé avec les distributeurs, etc., ou parfois pas payé d'ailleurs le jour de sortie, mais ça dépend, mais en tout cas c'est aussi un travail qu'on a à faire et un peu systématiquement sur les films, puisqu'à Allociné est un site qui est un des sites les plus consultés sur le cinéma. Donc voilà, tous ces agents-là sont super importants pour naître et exister dans le digital. Et aujourd'hui, on ne peut absolument pas se passer d'être présent à la fois sur les deux tableaux, voire maintenant encore plus sur le digital qu'ailleurs. Et le streaming au sens large, il a vraiment permis ça en fait. YouTube notamment, et maintenant toutes les vidéos, comme même ceux que vous voyez sur Allociné, a permis cette publicité et a permis cette façon de fonctionner maintenant et cette façon de faire connaître les films. En ça, le streaming a aidé aussi le cinéma. Et le fait que la SVOD, par nature, par essence, est présente uniquement sur le digital, même s'ils font des pubs papier, mais qui sont présents par le digital, en fait, concentre tous leurs efforts en marketing digital. Ça, c'est ça qu'on a à concurrencer. Donc c'est difficile, puisqu'on n'a que les meilleurs dans ce qu'ils font et qui sont focus que là-dessus. Mais c'est ce qu'on doit essayer de concurrencer ou même travailler avec pour émerger et puis pour en fait cohabiter. Donc aujourd'hui, le cinéma et le streaming ne sont pas forcément opposés et ne s'affrontent pas forcément. Ils ont plutôt chacun un peu leur place, avec le médium qui est adapté au format et inversement le format qui est adapté à son médium. Aujourd'hui, nous, on essaye que le film reste un format adapté à la salle de cinéma. Et je vais vous présenter donc le line-up qu'on a pour 2020, pas en salle, parce qu'on n'a pas forcément encore le droit de diffuser, mais en vidéo avec des éditions classiques. Hello, Jerry.